Rebonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes toujours en quête de réflexion autour de cet ouvrage. Hegel, l'histoire est un processus menant à la liberté. Apprendre à philosopher. Et nous sommes toujours le samedi 24 décembre, figurez-vous, 2022. Voilà, alors je reprends ma lecture. Donc je suis un petit peu obligé de toujours préciser le sens de ce travail. Il est en relation avec la théorie que je développe et qui cherche à démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. La paix universelle, la fraternité et l'extase. Parce qu'en réalité, la paix, la fraternité, euh, la perfection technique, écologique, etc., tout ça, ce sont les moyens c'est le côté technique de l'évolution. Mais l'évolution, elle est faite pour que l'homme puisse atteindre et ressentir plus de bonheur, le plus de bonheur possible. Donc le sommet du bonheur, c'est l'extase, ce qu'on appelle l'éveil, la sagesse, la béatitude, le nirvana, voilà. Toutes les grandes spiritualités ont expérimenté déjà et connaissent bien les mécanismes, les processus et surtout l'importance et l'intérêt d'accéder à l'extase, par exemple, comme on le retrouve dans le soufisme, dans l'hindouisme, etc. Dans toutes les grandes religions ont compris cela. Et donc, selon moi, nous allons vers cette possibilité, vers l'extase facile, en fait, la contemplation, voilà, le bonheur, la joie, pour, pour certains, comme par exemple pour Spinoza, c'est l'état de joie, enfin voilà, cette, cet état d'esprit. Donc c'est évidemment, il faut que la technique s'y prête, il faut que l'humanité soit devenue une sorte de paradis pour que l'homme puisse, pour que l'ensemble des humains puissent vivre ça. Parce que c'est l'humanité dans son ensemble, c'est pas un groupe d'humains qui arriverait à ça et les autres seraient à la porte du bonheur en tant que défavorisés. Non, c'est l'ensemble de l'humanité. Donc progressivement, l'humanité doit non seulement s'unir, se fédérer, euh, mais en même temps faire monter les parties des gens qui souffrent. La partie de l'humanité qui souffre devra être résorbée. C'est ce que on commence un peu à faire, mais de façon tout à fait inconsciente. C'est pour ça que d'un côté on détruit à tel endroit à travers la guerre, à travers la violence, et puis d'un autre côté, il y a une autre équipe qui entraide, qui est dans l'entraide, dans le désir d'universalité. Voilà, il y a ces deux moteurs qui sont encore à l'action. Alors, il y a un des moteurs qui est obsolète maintenant, on s'en rend compte. L'humanité est consciente que on- c'est absurde quoi, de détruire et de reconstruire et qu'on est tous euh, une fraternité en somme. Voilà, et c'est tout nouveau, cette idée de fraternité. À l'époque de Hegel, elle n'était pas encore, elle n'était pas visible sous cet angle-là. C'est pourquoi Hegel s'est plutôt dirigé vers l'idée du pan-germanisme, ou voilà, des sociétés qui peuvent être guides de l'humanité à ce moment-là. Aujourd'hui, je pense que cette idée est dépassée. On doit dépasser l'idée qu'un système impérialiste trace la route pour l'ensemble. On doit aller vers l'unité, vers un travail commun. Et c'est pourquoi je développe l'idée du symbiotisme, voilà, universel.
Donc, je commence à lire et je commente éventuellement. Ah mince. Et je commente éventuellement. Voilà. Pendant des siècles, la philosophie avait pensé le monde en partant du postulat que la réalité véritable n'était pas celle que nous connaissions par les sens. Pour les Grecs, puis pour les chrétiens, l'objectif était de connaître la réalité supérieure, la réalité avec un majuscule. Et en fait, oui, bien sûr, et c'est légitime, cette réalité existe. Cette réalité irréelle, cette réalité immatérielle existe, elle est là. Mais évidemment, on doit aussi, et le monde même dans son irréalité, dans son illusion, dans l'illusion qu'il donne, on doit croire à cette illusion. C'est ce que j'explique sur la mécanique universelle. Le monde est une illusion, mais on doit jouer le jeu de la croyance, de croire à cette illusion, de vivre comme si, voilà, ce qu'on voit, c'est tout à fait, c'est la seule réalité, etc. Donc c'est bien un, un travail conjoint, un travail entre les principes dont parlaient les Grecs, la recherche des Grecs et la recherche des chrétiens également, des spirituels, hein, parce que toutes les spiritualités sont conscientes qu'il y a quelque chose derrière la matérialité, que c'est pas aussi simple que ça s'arrête pas à la matérialité, que ce qu'on croit n'est pas la vraie réalité. Mais on doit y croire. Je continue. Cela signifiait appréhender le monde d'une manière différente de celle perçue par notre sensibilité pour les Grecs et les Romains et les chrétiens. La distinction entre ce qui paraît et ce qui est, entre nos opinions changeantes et subjectives et la vérité avec un grand V, se trouvait déjà au programme de la philosophie depuis Héraclite et Parménide, qui furent peut-être les premiers philosophes à proprement parler avant même Socrate et Platon. Bien entendu que cette partie de la philosophie, qu'on appelle les présocratiques, étaient des philosophes de la même manière. C'est légitime de distinguer un autre type de philosophie à partir de Platon, on pourrait dire à partir des sophistes même. Voilà, une autre façon de philosopher. Mais la philosophie était en cours les grandes questions métaphysiques que soulevait que la philosophie à l'époque Héraclite, Parménide, était aussi en cours dans l'hindouisme, en Chine, dans le monde oriental, etc. Ces réflexions étaient déjà présentes. Donc je continue. Avec Hegel naquit une manière différente de poser les termes du problème. La réalité, avec un grand R, l'être, avec un grand E, ou la vérité, avec un grand V, n'appartiennent pas à un monde autre et invisible. Au contraire, nous devons apprendre à distinguer cette vérité avec une majuscule à partir des vérités avec une minuscule, celle de chaque sujet et de chaque époque. Et évidemment, c'était un grand bouleversement de pouvoir penser que on pouvait démontrer Dieu, en somme, sans partir de Dieu. Avant, c'était, on posait Dieu comme base, et puis à partir de là, on essayait d'expliquer la création. C'était logique de travailler comme ça. Mais pour démontrer Dieu, on peut partir par le phénomène, par ce que l'on voit. Hegel l'a fait. La mécanique universelle, c'est exactement la même réflexion, le même travail. Voilà, c'est à partir de l'évolution de l'humanité que j'essaie de démontrer que l'humanité va vers son ultime perfection. Nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, posés, nous avons construit tout ça de façon inconsciente et intuitive,
le progrès suit une flèche, vraiment une orientation, si on regarde ça avec vraiment par-dessus, et si on prolonge cette flèche, on voit que l'humanité, dans son ensemble, va à son ultime perfection. Voilà ce que j'essaye de démontrer. Et évidemment, pour Hegel à l'époque, c'était le sommet était le monde germanique, était le pan-germanique ou le pan-germanisme, voilà, ou l'État-nation. Pour lui, c'était le summum qui était visé, qui était vu, qui pouvait être appréhendé. Il manquait Darwin, il manquait tout ce que nous avons aujourd'hui pour pouvoir démontrer l'idée que nous allons vers l'unité, vers l'unification. Évidemment, s'il était aujourd'hui, si Hegel était là, il conviendrait directement que c'est l'ensemble de l'humanité qui évolue et non pas le pan-germanisme ou aujourd'hui, comme certains le pensent, l'Occident, le capitalisme qui doit tracer la route. Voilà, c'est pas c'est vraiment quelque chose de global. On bénéficie aujourd'hui de toutes les innovations. C'est inouï ce qu'on a inventé. Le fait de l'idée de mondialisation, le fait de tracer, de, de, de pouvoir faire communiquer l'ensemble humain. Maintenant, la toile Internet, elle est valable pour l'Inuit, dans la tribu amazonienne, à New York et partout, en somme. Donc, on voit que l'unité est en place. Voilà, elle est là. Maintenant, il faut travailler. On est encore soumis à nos pulsions. Il y a encore ces deux courants qui travaillent l'humanité. Le courant de la destruction, qui est un courant qui fonctionne aussi. Hein, il n'y a pas de problème. Voilà, il y a un courant qui est sous cette forme-là, qui détruit, qui reconstruit, qui construit à travers la guerre, à travers le pillage, à travers ce qu'on pourrait appeler le mal, entre guillemets, qui oblige une réaction inverse, qui dope le sentiment inverse, le sentiment de la paix, le sentiment... Voilà. En tout cas, ce qui l'emporte, c'est toujours le bien, la paix, l'universalité. Voilà. Chaque humain, dans la mesure où il est doué de penser, participe de l'effort de la raison. En outre, dans sa signification absolue, la raison ne se trouve pas dans le ciel. Elle n'attend pas d'être découverte. Elle se trouve mélangée à l'irraisonné, à l'insignifiant et au quotidien. Et c'est peut-être pas ce que je pense à ce niveau-là. L'irraisonné, oui, mais non, je vais pas développer ce truc-là, c'est un peu plus compliqué. Le travail du philosophe ne consiste donc pas à détourner le regard du monde qui l'entoure pour en découvrir un autre, mais à apprendre à regarder cette réalité quotidienne d'un œil nouveau pour y voir ce qu'elle comporte de rationnel. Voilà. Et pour moi, la philosophie, son sens, c'est d'être la position centrale entre le spirituel qui s'intéresse à l'irrationnel, qui essaye de démontrer l'irrationnel à travers tout un tas d'expériences, d'expérimentation, de pensée, d'intuition, etc. Et de l'autre, la science qui cherche à démontrer la réalité des choses telle qu'elle est, rester sur le principe du phénomène. Et la philosophie fait le pont entre ces deux puissances créatrices, on va dire. Et c'est ce qui fait de la philosophie une science importante aussi dans cette vocation, dans sa vocation
unificatrice. C'est de cette manière que l'on distingue quels sont les aspects insignifiants et changeants de la réalité qui nous entoure, et à l'opposé, ce qui caractérise le domaine de l'éternellement vrai. Et l'éternellement vrai, c'est le spirituel. Dans ce contexte émerge une nouvelle conception de la tâche du philosophe, qui est désormais disposé à lire le journal tous les matins, comme Hegel le faisait invariablement, et à débattre avec ses concitoyens de ce qui se joue derrière chaque événement, si insignifiant soit-il. L'époque de Hegel n'avait rien à envier à la nôtre en termes d'événements, entre les révolutions, les guerres, les changements de mentalité et de frontières. Les faits à interpréter ne manquaient pas, de même que les diverses interprétations que l'on pouvait en faire. Le monde actuel est exactement le même. Et je suis en train de me demander si je n'ai pas déjà lu ça. C'est terrible d'être mal oxygéné, c'est une horreur. Je sais même pas, j'ai plus du tout de mémoire de la vidéo que j'ai faite précédemment et qui a il y a 10 minutes de ça, un quart d'heure. C'est complètement sorti de mon esprit et je sais même plus où j'en étais. Bon bref, je vais quand même commenter ça. Donc oui, à l'époque d'Hegel, il y avait des grands bouleversements. C'était un moment extrêmement dense au niveau de la vie et qui est très similaire à maintenant. Il y avait un palier qui était à franchir, qui était en train de se franchir au niveau de l'évolution de l'humanité. Parce que chaque découverte, voilà par exemple la roue, hein, elle a été inventée quelque part dans le monde, on ne sait pas, peut-être en Égypte ou je ne sais pas, bref. Et elle est utilisée par l'ensemble des êtres humains maintenant, aujourd'hui, sur cette planète. Donc, les choses servent bien à l'ensemble humain, à l'ensemble de l'humanité, pas à un certain groupe. C'est pas les découvertes ne concernent pas le groupe qui le découvre. La Révolution française, à l'époque de Hegel, a été quelque chose de fondamental et qui a amené l'idée de liberté, l'idée voilà, dont l'humanité tout entière profite. Et donc c'est bien l'humanité entière qui est le maître étalon. C'est pas la nation, c'est pas etc. C'est pas le pangermanisme comme le pensait à l'époque Hegel. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vais reprendre dans un petit moment. Merci de votre écoute.